Basket, rugby, cyclocross et hockey sur glace, Christian Vella résume les grands événements sportifs du week-end dans Sport Dimanche Soir. Mais auparavant, les résultats du concours de notre série Le Rire de Caïn avec Evelyne Delia dans un tout petit instant sur la une. Elle vous les rappellera d'ailleurs demain matin à 10h. Pure et légère, onctueuse à souhait, ce bon bout de pomme de terre, quel bouquet! Le roi de la pomme de terre, c'est ma petite reine, hein? Non, c'est pas... Le roi de la pomme de terre, c'est Nico. Que, là le Ponzanino, 11h45. Oh, regardez les bons bœufs qu'ils ont choisis. Et toutes ces belles tomates. Et bon appétit, monsieur, dame. Et tous ces bons aromates. Reviens Léon, je les mets à la maison. Ravioli Panzani, ça c'est des raviolis. Topaz, on va se faire une petite fête, tous les deux. J'ai une surprise pour toi, le nouveau Sheba. Je suis sûre que tu n'as jamais rien goûté d'aussi bon. C'est tous les jours fête avec Sheba. Tu vois comme je t'aime. Sheba tout viande, un festin pour votre chat. Le Bouddha, c'est sympa, c'est nature toute la journée. Et le soir, c'est plein d'idées. Sandwich au Bouddha, salade au Gouda, Gouda croque, Gouda quiche. Wow. Le Gouda, c'est sympa. La Hollande, l'autre pays du fromage. Pousse mousse, tu pousses et ça mousse. Qu'elle est douce, cette mousse. Pousse mousse, c'est bien plus malin. C'est tout doux pour se laver les mains. Pousse mousse, tu pousses et ça mousse. C'est pratique, c'est magique. C'est bien plus malin pour se laver les mains. Et quand on est gourmand de confiture, Confipousse on craque pour Confipousse. Et c'est pas dur, Confipousse on la tartine partout. La confiture, Confipousse, 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 pousse, 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 pousse. La confiture qu'on aime, la confiture Confipousse. Une confiture qui donne envie de tout tartiner. Confiture, Confipousse, tu me pousses à tout tartiner. Mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais le tour du propriétaire. Vérinal, propriétaire à la mer. En cas de maux de gorge, il existe un médicament calmant et efficace, Strepsil. Les deux antiseptiques de Strepsil combattent certains germes responsables des maux de gorge. De plus, Strepsil agit rapidement. Strepsil, pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Freedom, ça veut dire liberté. Penne, gnocchi, fusilli, farfalle. Je suis riche. Barilla, la collection préférée des Italiens. Peugeot 205. Quel sacré numéro. Sol Carlus, où mes Sol Carlet sont beaux.
ou je te jette au lion. Hé hé, avec tes rats de Johnson, nettoyant à l'huile de lin, je lave sans rincer les sols carrelés et ils retrouvent leur beauté satinée. César, quel sol carrelé! C'est Sol Carlus? Non, c'était rats de Johnson. Alors, on manque un petit peu d'énergie ce matin? Pensez Supradine. Un peu de fatigue, une baisse de tonus? Pensez Supradine. Supradine, c'est un traitement de 11 vitamines et 9 minéraux. Un comprimé par jour pendant 10 ou 20 jours, et vous voilà bientôt en forme. Supradine pour retrouver votre énergie. Consultez la notice. Atteindre les sommets. Nordica. Chou. Bonsoir. C'est peut-être vous qui partirez passer une semaine en Californie ou bien en Tunisie grâce à TF1 et Télépoche si vous avez participé à notre concours concernant la série Le Rire de Caïn. Alors pour la proclamation ce soir des résultats, André Falcon qui jouait le rôle d'Arnold Buissonnier dans la série ainsi que Willy Guibou qui est le directeur de la rédaction de Télépoche nous ont fait le plaisir de venir nous rejoindre au 56e étage de la Tour Montparnasse. Bonsoir messieurs. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Alors avant de donner le nom des gagnants, nous allons peut-être André rappeler les questions et les réponses bien sûr. Alors la première question du concours était la suivante. Quel est le nom de la mystérieuse infirmière qui emmène Teddy au cinéma Excelsior? Émilie Vaution. Deuxième question, quel est le titre du dernier film produit par Henry Van Dyke? La piste du Klondike. La troisième question, quel est le nom de la caserne parisienne où doivent se regrouper les ressortissants belges? La caserne des Lilas. La quatrième maintenant, quel est le nom de code qui dissimulait les camps d'extermination nazis? Nuit et brouillard. Cinquième question, quel est le titre de la chanson que fredonne Rebecca? Les fleurs sont des mots d'amour. Et enfin la sixième question, quel est le libellé de la carte découverte par Teddy sur le caveau de famille? Les Floralies de Namur. Voilà donc quelles étaient les 6 questions et les 6 bonnes réponses. Alors maintenant, avant de vous dévoiler quels sont les gagnants, nous allons avec Willy Guibou vous rappeler quels sont les prix à gagner. Et le premier tout d'abord. Eh bien, le premier prix, c'est formidable, c'est la Californie plus Hollywood, c'est-à-dire le cinéma, c'est-à-dire le soleil, c'est-à-dire quelque chose de pas mal. Oui, c'est pas mal du tout. Alors, ça sera sûrement pas mal pour la gagnante qui est Simone Ferrier. Son nom s'inscrit sur le Minitel. Simone Ferrier qui habite 61 rue Boursault à Paris, dans le 17e, et qui partira donc en Californie avec la personne de son choix. Deuxième prix. La Tunisie. Alors la Tunisie, c'est aussi le soleil et puis c'est pas mal de plaisir. Ouais. Et je crois que ça tombe bien en ce moment. Oui, à cette époque-là, on aimerait bien voir un petit peu de soleil et un petit peu de chaleur. Alors la Tunisie, deuxième et troisième prix aussi de ce Tunisie concours. Aussi. Le nom du gagnant pour le deuxième prix, le voici, Maxime Seskia ou Sechia, ne m'en veuillez pas si j'écorche un petit peu votre nom. Et vous habitez, Maxime, 26 avenue du Baron Lacrosse, à Gouinou, dans le Finistère. Troisième prix, donc aussi un voyage en Tunisie pour Liliane Rousse, place de la mairie à Castelginest, en Haute-Garonne, qui a déjà peut-être un petit peu de soleil là-bas. Bravo, on rappelle aussi du 4e au 25e prix, Willy Guibou. Des abonnements d'1 an à Télépoche. Voilà, alors vous pourrez retrouver toutes ces questions, les réponses et le nom des gagnants, soit dans votre télépoche, soit sur votre Minitel en composant le 36 15 code TF1. Avant de nous séparer, André Falcon, vos projets? Bien, je dois jouer à Montparnasse une pièce qui s'appelle Ce sacré bonheur avec Odette Laure et Jean-Pierre Darras. Une pièce de Jean Cosmos. Tout près d'ici, en bas de la tour. Voilà. Et c'est pour bientôt. Dans le même quartier là, le 22 janvier. Voilà, eh bien, je pense qu'ils iront nombreux vous voir après le souvenir du Rire de Caïn. Ce sera quelque chose de complètement différent, bien sûr. Une autre expérience. Oui. Willy Guibou, j'espère qu'on vous retrouvera bientôt sur TF1 pour d'autres concours, peut-être. Avec une grande joie. Déjà pour le plaisir de travailler avec vous.
À très bientôt. On se retrouve aussi, vous le savez, tous les mercredis désormais pour notre nouveau concours Marie Pervenche. Merci d'avoir participé d'ailleurs si nombreux à ce concours Le Rire de Caïn. Merci aussi pour vos bons vœux que vous nous avez envoyés sur vos cartes postales. Nous vous transmettons les nôtres pour 1987 et pour de futurs jeux. Au revoir et à très bientôt. « 200 mètres carrés, Guillaume, ma chérie. Jamais. Vous pouvez mettre une petite machine ici, mais petite. Dans sa vie privée ou professionnelle, un industriel farfelu crée le désordre. On ne divorce pas, j'ai d'ouvrir la cage. Avec Annie Girardot, Louis de Funès sème La Zizanie, une comédie étourdissante de Claude Zidi sur la Une. Yvon Madiot, champion de France de cyclocross. Réveil des Français dans le supergéant. Chez les hommes, Picard 4e. Chez les dames, Malgorzata Mogor 3e. Judo, 4 victoires pour les Français au tournoi de Paris. Rallye Paris-Dakar, tous les ténors à Agadez, sauf Pierre Larquy qui se trouve parmi une vingtaine de concurrents égarés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une bonne année et plein de bons résultats pour les sportifs français. Mais je vois à votre étonnement que vous êtes surpris de me trouver là ce soir. Ne craignez rien, il n'y a eu ni putsch ni révolution au sein du service des sports de TF1. Je n'assure ce soir qu'un intérim en l'absence de Jean-Michel Lelio, qui est allé goûter au sable chaud de l'aventure sur le Paris-Dakar. Nous y reviendrons un peu plus tard. Mais pour commencer cette émission, nous nous intéresserons d'abord au cyclocross avec un championnat de France que vous avez pu suivre en direct sur TF1 depuis Camors en Bretagne, où Yvon Madiot a décroché un second maillot tricolore sous les yeux de Daniel Potra. Potra en Bretagne. France de cyclocross, équipe Fagor. Salut Daniel, prépare tes commentaires. Le départ va se donner. 2, ciao. Et voilà, et oui, ciao Renan Pinsec, 6e et révélation du dernier Tour de France, qui n'était pas très loin de chez lui cet après-midi à Camors, entre Lorient et Vannes, sous le soleil breton. 25 professionnels participaient à ce championnat de France de cyclocross, un exercice qui fait recette, qui permet aux coureurs de cultiver leur souffle, leur souplesse, leur adresse. 2 équipes étaient venues en force, les Systémus de Guimard et les aides de Leget. Yvon Madiot, Christophe Lavenne devant Bruno Vostinek au premier tour. Vosti ne tiendra pas longtemps ce rythme. Et au deuxième tour, 7 coureurs se sont regroupés. Les 2 Madiot, Gaillan, Lavenne, Thévenard, Philippe, Régis Clerc. Mas et Chapuis ne sont pas loin. Et c'est cette attaque de Christophe Lavenne qui va être le moment décisif de ce championnat, puisque seul Yvon Madiot pourra le rejoindre. Et les 2 hommes vont s'envoler vers la victoire. D'autant plus facilement que Marc Madiot est tombé et a dû abandonner. Yvon Madiot, tête nue, Lavenne avec sa casquette. Yvon Madiot a déjà remporté 2 championnats de France de cyclocross en 1984 et 85. Et il est l'actuel champion de France sur route. Le maillot tricolore, il aime, et Lavenne, eh bien, n'en a pas d'être tombé sur lui. Il devra se contenter de suivre sa roue arrière. Comme il avait gelé, le sol était dur, le circuit très roulant et les coureurs n'ont pas connu trop de frayeur. Madiot et son équipe, qui sont les mieux préparés à ce type d'exercice, ont facilement dominé l'épreuve. Vostinek et ses camarades ont dû se contenter d'exhiber leur nouveau maillot. Premier donc Yvon Madiot, 2e Christophe Lavenne, 3e Martial Gaillan, le champion sortant, 4e Philippe, 5e Chapuis, 6e Mas et 7e Thévenard. J'avais préparé championnat depuis 2 ou 3 mois
Et bon, j'avais eu des bonnes performances dans les derniers cyclocross. Et ce qui fait que bon, j'étais arrivé un peu le favori. Donc la course était assez difficile pour moi parce que j'étais obligé d'aller de l'avant. Et oui, il est allé de l'avant et il a gagné. Lavenne, Madio, Gaillan. Ils ont tous les trois 24 ans. Et ce sont encore des garçons du même âge qui vont dominer l'épreuve des amateurs. Il y a là 50 coureurs et il faudra dès l'année prochaine réunir les amateurs et les professionnels en une seule épreuve pour l'intérêt de ce championnat de France. Chez les amateurs comme chez les professionnels, la course a été dominée par deux hommes. Laurent Caillot, un nordiste de Douai en jaune, Bruno Lebras de Persan dans la banlieue parisienne en bleu. Oui, ces deux garçons ont 24 ans, ce sont deux copains qui s'entraînent souvent ensemble. Lebras a déjà été champion de France en 1982. Et là, alors que les deux coureurs se retrouvaient ensemble dans le dernier tour, on pensait bien que Lebras allait triompher puisqu'il semblait le plus rapide au sprint. Mais regardez bien, dans cette descente, il va déjanter, il tombe. Et Laurent Caillot, avec son maillot jaune, s'en va pendant que Lebras doit attendre pour être dépanné. Laurent Caillot, champion de France des amateurs. Deuxième, Alain Daniel. Et troisième, Dubuis. En ski, régime de la douche écossaise inexistant en descente, les Français se sont rattrapés en slalom. Troisième, Malgorzata Mogor en spécial et Franck Picard, quatrième en supergéant. Rassurant à 15 jours des championnats du monde, n'est-ce pas Yves Kupferman? Rassurant, c'est vrai, même si les Suisses restent les grands favoris de ces championnats du monde qui auront lieu chez eux, à Crans-Montana. Les Suisses, dominateurs depuis le début de saison, comme le prouvent leurs 19 victoires en 30 épreuves, ont pourtant connu aujourd'hui un jour sans. Heureusement pour eux, Pirmin Zurbriggen, grâce à sa classe et à sa forme actuelle, les a sauvés d'un véritable naufrage. Il termine deuxième du supergéant de Garmisch, après avoir enlevé la descente hier. Pour lui, pas de problème, c'est le meilleur skieur du moment. S'il s'est incliné aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'en Super G, Markus Weissmeyer, ici à l'image, est un peu plus rapide que lui. L'Allemand de l'Ouest est incontestablement le spécialiste de cette discipline. Il a d'ailleurs remporté les 2 Super G disputés à ce jour. Sur la célèbre Kreuzek, il n'a pas fait de détails. À l'issue d'un parcours remarquable sur le plan technique comme dans le domaine de la glisse, il laisse Pirmin Zurbriggen à 69 centièmes. Longtemps troisième avant d'être détrôné par l'Italien Alberto Guidoni, Franck Picard a lui aussi réalisé un magnifique parcours. Parti avec le dossard numéro 1, le skieur des saisies a prouvé qu'au niveau des qualités techniques, il était presque l'égal des meilleurs. Quatrième à 1 seconde et demie de Weissmeyer, Franck Picard réalise bien sûr sa meilleure performance depuis le début de saison. À noter que c'est également le meilleur résultat obtenu par un Français cette année. Espérons simplement que ce résultat prometteur ne restera pas sans lendemain. On a coutume de dire qu'un slalom se gagne ou se perd avant le départ de la course. Cette Suissesse semble le confirmer. Sans même bouger, elle vient d'effectuer son parcours. Un parcours qui sera pourtant fatal aux Suissesses, les grandes battues de la journée. Pour tirer son épingle du jeu, il fallait, comme la Française Malgorzata Mogor, trouver le parfait équilibre entre l'attaque à outrance et la sécurité. Quatrième de la première manche, troisième de la deuxième. Malgo monte pour la première fois de la saison sur le podium et je peux vous l'assurer, ce ne sera pas la dernière. En forme ascendante, la plus compétitive des deux sœurs Mogor est avec Catherine Kitten notre meilleure chance de médaille à Crans-Montana. Deux filles aujourd'hui ont pourtant fait mieux qu'elle, la Yougoslave Mateja Svet, deuxième, et surtout l'américaine Tamara McKinley. Un deuxième parcours d'une fluidité étonnante, les portes semblent ne pas exister pour elle. La belle Tamara enlève sa deuxième victoire de la saison avec une demi-seconde d'avance sur Mateja Svet. Consolation pour les Suissesses, le doublé réalisé par Erika Hess et Vreni Schneider dans le combiné descente slalom. Des Suissesses qui devront pourtant se méfier de cette américaine, assurément leur plus sérieux adversaire à Crans-Montana. Il faudra suivre mardi à Chambéry la conférence de presse de Jean-Claude Killy où il doit annoncer s'il accepte ou pas de prendre la direction des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville. En football maintenant,
La trêve n'empêche pas les présidents de valser. À Rennes, le président Dibier a été démissionné. On ne connaît pas encore le nom de son successeur. Nous lui souhaitons bien du plaisir. Et avec Frédéric Jaillon, nous allons faire maintenant un petit tour en Italie et au Brésil. Co-leader du championnat avec Naples, l'Inter de Milan joue en blanc. Sur le terrain de Vérone donc, et sous la neige, Altobelli en première période ouvre le score. Un centre de Rummenigge et c'est le 9e but en 15 matchs pour l'avant-centre de l'Inter. L'Inter qui mène 1-0 et Altobelli, meilleur buteur du championnat. Mais à propos de buteur, on va retrouver un joueur quelque peu oublié ces derniers mois. Pour cause de blessure, Elkjaer Larsen avait raté son début de saison. Dans un premier temps, le Danois égalise. Vérone et l'Inter, un but partout, c'est le score à la mi-temps. Dans un deuxième temps, Larsen sème la panique dans la défense de l'Inter. À 2 reprises, il s'en faut de bien peu pour qu'il ne donne l'avantage à Vérone. Mais bon match de Zenga, le gardien milanais. Enfin, troisième et dernier temps, Larsen, à l'ultime minute de jeu, parvient à ses fins. Il marque son 4e but de la saison et Vérone bat l'Inter 2-1. Comme Naples a battu Ascoli 3-0, les équipiers de Maradona, qui n'a pas marqué, retrouvent la première place. Deuxième, l'Inter à 2 points. À Rome, malgré son numéro 4 et son nouveau poste de libéraux, c'est Boniek qui a réussi le premier but. Avellino, équipe du milieu du tableau, est menée 1-0. Contre cette formation, Pruzzo, la saison dernière, avait inscrit 5 buts, un seul aujourd'hui et 2-0 pour Rome. Et puis, grâce à un dernier but, c'est par 3-0 que Rome a battu Avellino. Rome qui se maintient à la 5e place. Quant à la Juve, 0-0 à Brescia, elle reste 3e, mais compte 3 points de retard sur Naples. L'autosportif, il portait sur les championnats d'Espagne et d'Italie. Pas une seule victoire à l'extérieur. En Espagne, à part Séville, toutes les équipes qui recevaient l'ont emporté. Et pour l'Italie, il a fallu avoir recours au tirage au sort pour déterminer le résultat fictif du match Atalanta-Fiorentina, reporté à demain. Le hasard a donné la victoire d'Atalanta. Numéro de la chance, 4, 8, 10, 12, 13, 14 et 15. Enfin, le Brésil, et oui, ce numéro 10, c'est bien Pelé. En ouverture de la première Coupe du Monde des vétérans, Pelé, ce n'est pas lui, a rechaussé les crampons. Cette épreuve réunit 5 des 6 pays qui ont déjà gagné la vraie Coupe du Monde. Sur ces images, à Sao Paulo, le Brésil est opposé à l'Italie. Rivellino a réussi le 2e des 3 buts qui ont permis au Brésil de l'emporter 3-0. Pelé, lui, n'a pas marqué, mais il l'avait fait en 70. Pour le plaisir, nous y voici. Brésil-Italie, c'était la finale de la Coupe du Monde. Le Brésil, déjà, l'avait emporté par 3 buts d'écart et Pelé avait marqué le premier but. Le mondial était gagné par les Brésiliens pour la 3e fois. En ce qui concerne celui des vétérans, la finale se disputera dimanche. 46 ans, Pelé a annoncé qu'il ne jouerait pas les autres matchs. Il n'a pas dit pourquoi, mais on croit savoir qu'il ne veut surtout pas ternir son image. Chapeau Pelé, mais le coup du béret, vous connaissez. Eh bien, en rugby, c'est la façon de rendre hommage aux attaquants du Pays Basque. Les arrières du Racing l'ont fait aujourd'hui à Bayonne en jouant avec le béret sur la tête. On sait comme ça qui a porté le chapeau. Patrick Tillet, depuis Bayonne. On a coutume de dire que le rugby, ça se passe en tronche, c'est-à-dire en première ligne et dans la tronche, parce que c'est vrai aussi, la motivation dans ce sport a une grande importance. Eh bien, les joueurs du Racing Club de France sont innovés cet après-midi face à Bayonne, puisque avec eux, le rugby, ça se passe aussi sur la tronche. L'objet du délit, le voilà, et vous allez vivre maintenant un événement rugbystique véritablement historique. Ils ont osé, ils ont bien fait, les Racingmen, de disputer leur match face à Bayonne avec le béret vissé sur la tête. Alors on visse le front et on visse le béret. Voilà. Les Parisiens qui ont encaissé un drop d'entrée de match avaient le droit de porter le béret. L'arbitre de la rencontre est formel. À ma connaissance, il n'existe pas de point de règlement qui puisse empêcher quelqu'un de porter un béret, donc a priori ça ne me paraît pas poser de difficulté. Ah, moi je suis pour le port du béret, d'autant qu'aujourd'hui peut-être que l'arbitre ne sera pas le seul à porter le chapeau. Et Pardy,
Comme ils avaient le droit de jouer avec des bérets, eh bien les Parisiens en ont profité pour offrir aux 5000 spectateurs du stade de Saint-Léon à Bayonne un véritable festival offensif. Ici, c'est Jean-Baptiste Lafont qui aplatit le premier essai avec le béret, s'il vous plaît. Il y a plusieurs sortes de bérets. Vous avez un grand béret, et puis il y a le petit béret, petit béret. Moi j'aime le grand béret. Ça c'est le béret qui s'envole. Oh, ça, il s'agit bien à foncer. Ah oui, incontestablement, il faut faire technique, sans quoi bien sûr le béret peut tomber. Fort heureusement, eh bien, Autier, le 3/4 centre du Racing, avait bien lu la notice avant de jouer, et il a pu marquer sans perdre son couvre-chef. Ça n'empêche pas les cheveux de pousser un peu Non, moi j'ai des cheveux, vous allez voir si je suis chevelu. Nous voilà rassurés, tout comme les hommes de Robert Paparamborde se sont rassurés en prenant le large au tableau d'affichage grâce à un essai de Serrière, le deuxième ligne international. Les Bayonnais, imitant cela d'ailleurs les Parisiens, contre-attaquent. Mais ils vont perdre le ballon en route. Et c'est donc Serrière qui va aplatir à la mi-temps, déjà 18-9 en faveur du Racing. Vous savez que ça vous va bien, hein? Très bien, merci. Bien énorme. Et qu'est-ce que vous pensez des Parisiens qui viennent jouer avec un béret? C'est très bien. Oui. Pour le Pays Basque, c'est très bien. Oui. Les Parisiens et leur béret qui ont marqué un 4e et dernier essai en deuxième mi-temps grâce à Jean-Baptiste Lafont, actuellement en grande forme. Score final 27-12 pour le Racing, ovationné à sa sortie du stade. Te fino, anawa lugrimasus, umbas luberet. La transition nous était offerte par Alain Teller, grand porteur de béret devant l'Éternel. En ce qui concerne le match que nous suivons actuellement, à savoir Bègle-Dax, là, pas question de béret mais de casque lourd, car il y avait un gros enjeu pour ce match, remporté d'ailleurs par les Béglés sur le score de 18-6. Les panneaux des résultats dans la poule 1, Grenoble-Montferrand a été remporté. Victoire à l'extérieur pour Narbonne à Nice, 18-15. Poule 2, Valence-Nîmes reporté également. Succès de Toulon à Perpignan, 16-9. Et de Lourdes à Pau, 19-10. Poule 3, succès sur terrain adverse pour Tarbes et Oloron. Dax, malgré sa défaite à Bègle, demeure leader. Enfin la poule 4, Bourgoin, le leader, est tombé ailleurs. Tout le monde ensuite est resté maître chez soi. Alain Teller nous avait caché qu'il avait fait son service dans les parachutistes. Après le coup du béret, le 4e de ranche, Paris devient la capitale du judo. Après le match Europe-Asie, on a eu droit ce week-end au 13e tournoi de Paris, la plus grande classique du judo international. Une compétition intéressante à 5 mois des championnats d'Europe qui auront lieu précisément à Paris. Pierre Toré sur le tatami. Le grand Yamashita, dont l'auréole intacte fait toujours le grand Yamamushi du judo, présidait à ce 13e tournoi international de Paris au stade Pierre de Coubertin, où les Français auront fait bonne campagne ces 2 jours avec 4 succès et encore une place de finaliste dans les 7 catégories du programme. Après que Patrick Roux, trop confiant semble-t-il, se fut laissé surprendre par l'excellente Ozawa en finale des moins de 60 kg, Marc Alexandre, qui porte ici la ceinture rouge, confirmait aux dépens d'un autre japonais, Tobizaki, l'excellente impression qu'il avait laissée sur son premier essai sérieux en moins de 71 kg lors du match Europe-Asie du mois dernier à Bercy. Toujours maître du combat, Alexandre ne l'emportera que sur décision, bien que sur 3 actions au moins, il eût mérité le plus mince des avantages de la gamme. Mais l'essentiel était bien pour lui de vérifier et de confirmer à l'évidence que, libéré de ses soucis de poids, il n'avait rien perdu ni de son talent de technicien, ni de sa tonicité d'athlète. Alexandre était et reste donc une valeur sûre d'un judo français toujours performant. L'Autrichien Peter Zeisenbacher, tenant du titre mondial, devait chuter de toute la hauteur de son trône dès les préliminaires en moins de 86 kg avant de se venger symboliquement ici en finale des repêchages sur l'Anglais Stevens.
La finale mettait aux prises dans cette catégorie la plus relevée sans doute du tournoi deux outsiders, le cadet des Vachon, Pierre, qui porte la ceinture blanche, et le soviétique Podbuni. Vachon avait préalablement sorti le Canadien Jani, puis Fabien Canu, puis le soviétique Zitch.